26 décembre 1945. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer. L'Allemagne nazie est vaincue. Le Japon impérial s'est rendu. Les colonies européennes à travers le monde commencent à réclamer leur indépendance. Et à Paris, dans les bureaux du ministère des Finances, la France crée quelque chose de brillant, de subtil, d'invisible presque. Une chaîne monétaire qui va maintenir son emprise sur l'Afrique pendant les 80 prochaines années, jusqu'à aujourd'hui même. Son nom ? Le franc des colonies françaises d'Afrique. Aujourd'hui rebaptisé, mais fonctionnant exactement de la même manière, le franc CFA. Et voici ce que personne ne vous dit, ce que les manuels d'histoire omettent, ce que les documentaires évitent soigneusement. Les pays africains, en 2025, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 6 décennies après les indépendances africaines, utilisent encore aujourd'hui une monnaie créée par leurs anciens colonisateurs. Une monnaie qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne peuvent pas imprimer, dont ils ne fixent pas la valeur. Une monnaie imprimée à Chamalières, en France, contrôlée par le Trésor français, garantie par la Banque de France. 180 millions d'Africains, un sixième de la population du continent, utilisent une monnaie étrangère dans leur propre pays. Et ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un vestige oublié de l'histoire. C'est un système délibérément conçu, méticuleusement maintenu, défendu par les plus hautes instances françaises. Un système qui permet à la France de contrôler les économies africaines sans gouverner officiellement, de maintenir une influence coloniale sans colonie. C'est l'histoire du dernier empire invisible de l'Occident, et elle va vous choquer. Pour comprendre le franc CFA, il faut remonter au moment précis de sa création. La France vient de traverser 5 années d'occupation nazie. Le pays est dévasté. L'économie est en ruine. La monnaie, le franc français et ses faibles, en chute libre face aux autres devises mondiales. Mais la France garde encore un atout, son empire colonial. Le deuxième plus grand empire du monde, après celui des Britanniques. En Afrique, la France contrôle des territoires immenses. L'Afrique occidentale française, l'AOF, l'Afrique équatoriale française, l'AEF, Madagascar, les Comores, des millions de kilomètres carrés, des dizaines de millions de sujets coloniaux. Et ces colonies sont riches, incroyablement riches en ressources naturelles. Du coton en Côte d'Ivoire, du cacao au Cameroun, de l'uranium au Niger, du pétrole au Gabon, du bois précieux au Congo, de l'or au Mali, du phosphate au Sénégal. Toutes ces richesses sont exploitées par des entreprises françaises, transportées vers la France, transformées en France, vendues par la France sur les marchés mondiaux. Le système colonial fonctionne comme une gigantesque pompe extractive. Les matières premières africaines enrichissent la métropole française. Mais il y a un problème monétaire fondamental qui menace tout le système. Les colonies africaines utilisent le franc français, la même monnaie que Paris. Et quand le franc français s'effondre après la guerre, comme il le fait, cela crée le chaos dans les colonies. Les prix explosent. L'inflation ravage les économies coloniales. Le commerce devient impossible. Les entreprises françaises qui exploitent les ressources africaines perdent de l'argent parce que la monnaie dans laquelle elles opèrent s'effondre. La France a besoin d'une solution. Elle doit stabiliser les économies coloniales pour continuer l'exploitation. Mais elle doit le faire d'une manière qui maintient le contrôle français. Et c'est là que naît l'idée brillante et diabolique du franc CFA. Le 26 décembre 1945, par décret, la France crée une nouvelle monnaie spécifiquement pour ses colonies africaines. Le franc des colonies françaises d'Afrique. 2 zones monétaires sont créées. L'Afrique de l'Ouest, la zone UEMOA. L'Afrique centrale, la zone CEMAC. Chacune avec sa propre version du franc CFA, mais fonctionnant selon les mêmes règles. Et voici les règles. Les règles qui vont définir les relations économiques entre la France et l'Afrique pendant les 80 prochaines années. Règle numéro 1, la monnaie CFA est créée et imprimée en France. Pas à Dakar, pas à Abidjan, pas à Libreville. À Chamalières, dans le centre de la France, dans les ateliers de la Banque de France. Les pays africains ne peuvent pas imprimer leur propre monnaie. Ils doivent la demander à Paris. Et Paris décide combien leur donner. Règle numéro 2, la valeur du franc CFA est fixée par la France. Initialement à un taux fixe contre le franc français. Aujourd'hui à un taux fixe contre l'euro. 655 francs CFA pour 1 euro. Toujours. Jamais ajusté selon les conditions économiques africaines. Les pays CFA ne peuvent pas dévaluer leur monnaie pour rendre leurs exportations plus compétitives. Ils ne peuvent pas ajuster leur taux de change pour protéger leur économie. La France fixe le taux. Point final. Règle numéro 3, et c'est là que ça devient vraiment troublant. Les pays de la zone CFA doivent déposer 50%. Pendant longtemps, c'était 65% de leurs réserves de change au Trésor français à Paris. 50%. La moitié de toutes les devises étrangères qu'ils gagnent en exportant leurs ressources, la moitié de leurs réserves d'or, la moitié de leur richesse nationale, doit être déposée dans des comptes à Paris. Techniquement, ces réserves leur appartiennent toujours. Mais elles sont physiquement à Paris, contrôlées par le Trésor français. Les pays africains doivent demander la permission pour utiliser leur propre argent. Et la France, en échange de cette confiscation de 50% des réserves, garantit la convertibilité du franc CFA. C'est-à-dire que la France promet que vous pouvez toujours échanger des francs CFA contre des euros au taux fixe. C'est présenté comme un avantage, une garantie de stabilité. La France protège les pays africains contre les crises monétaires. Mais c'est une illusion, parce que le prix de cette stabilité est la souveraineté monétaire complète. Les décisions de politique monétaire pour la zone CFA
sont prises par deux banques centrales, la BCEAO pour l'Afrique de l'Ouest, la BEAC pour l'Afrique centrale. Ces banques ont des conseils d'administration, et sur ces conseils siègent des représentants français, avec droit de veto. Donc même les banques centrales censées être africaines sont contrôlées en partie par la France. Et règle numéro 5, la plus insidieuse. Les contrats d'exploitation des ressources naturelles dans les pays CFA sont majoritairement signés avec des entreprises françaises. Et ces contrats stipulent souvent le paiement en francs CFA. Ce qui signifie que les ressources africaines, le pétrole gabonais, l'uranium nigérien, le cacao ivoirien, sont vendus dans une monnaie contrôlée par la France, à des entreprises françaises, avec les profits rapatriés en France. C'est un système en circuit fermé, une pompe extractive monétaire. Et ce système a été mis en place en 1945, quand l'Afrique n'avait pas le choix, quand ces territoires étaient encore des colonies. Mais voici ce qui est choquant, vraiment profondément choquant. Ce système existe toujours, aujourd'hui, en 2025. Si ce que vous venez d'entendre vous choque, si vous commencez à réaliser l'ampleur de ce système que personne ne discute vraiment, alors vous devez absolument liker cette vidéo maintenant. Parce que YouTube a besoin de savoir que ce contenu, ces vérités inconfortables sur les systèmes monétaires cachés, méritent d'être diffusées largement. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir ensuite, comment ce système a survécu aux indépendances, comment il fonctionne aujourd'hui, va vous stupéfier encore plus. Les années 50 et 60 voient le vent de l'indépendance souffler sur l'Afrique. L'Inde devient indépendante en 1940, l'Indonésie, le Ghana en 1957. Premier pays d'Afrique subsaharienne à gagner son indépendance. Et un par un, les territoires français d'Afrique réclament aussi leur liberté. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Gabon, le Congo. Tous deviennent indépendants entre 1958 et 1962. Des drapeaux français sont descendus, des drapeaux africains sont hissés, des présidents africains sont élus, des hymnes nationaux sont chantés, l'indépendance est proclamée. Mais dans les coulisses, dans les ministères des Finances, dans les banques centrales, quelque chose de très différent se passe. La France négocie les termes de l'indépendance. Et parmi ces termes, discrètement, sans fanfare, sans que la population le sache vraiment, se trouve la continuation du franc CFA. Chaque pays qui devient indépendant signe un accord. Ces accords sont appelés accords de coopération monétaire. Un nom technique, bureaucratique, qui cache une réalité brutale. Les pays nouvellement indépendants acceptent de continuer à utiliser le franc CFA, aux mêmes conditions. Avec les mêmes règles, déposer 50 à 65% des réserves à Paris, accepter le taux de change fixé par la France, laisser des représentants français siéger dans leur banque centrale. Pourquoi ? Pourquoi des pays qui viennent de gagner leur indépendance politique accepteraient-ils de renoncer immédiatement à leur indépendance monétaire ? Plusieurs raisons, certaines compréhensibles, d'autres beaucoup plus sombres. Raison numéro 1. À l'indépendance, ces pays n'ont pas l'infrastructure technique pour gérer leur propre monnaie. Pas de banque centrale expérimentée. Pas d'imprimerie monétaire. Pas d'experts en politique monétaire. La France le sait. Et elle propose de continuer à fournir ses services. C'est présenté comme de l'aide. De la stabilité. Une transition en douceur vers l'indépendance complète, qui viendra plus tard. Raison numéro 2. La France garantit la convertibilité. Dans un monde où les monnaies africaines nouvellement créées seraient faibles, instables, non acceptées internationalement, le franc CFA offre une porte vers l'économie mondiale. Il est convertible en francs français, donc en dollars, donc accepté partout. C'est un argument puissant pour de jeunes nations qui veulent commercer internationalement. Raison numéro 3. Les élites africaines sont formées en France. Les présidents et les ministres, les hauts fonctionnaires ont étudié à Paris, parlent français, ont des comptes bancaires en France, ont des intérêts économiques liés à la France. Pour ces élites, maintenir le franc CFA, c'est maintenir leurs propres privilèges, leur accès au marché français, leur confort personnel. Mais il y a une raison numéro 4. Une raison dont on parle moins, mais qui est historiquement documentée. La France fait comprendre, pas toujours explicitement, mais clairement, que l'aide financière, les investissements français, le soutien militaire, tout cela est conditionné au maintien du franc CFA. Et quand un leader africain ose parler de créer une monnaie nationale indépendante, des choses étranges tendent à se produire. Sylvanus Olympio, premier président du Togo, élu démocratiquement en 1960. Il veut créer une monnaie togolaise indépendante. Il refuse de signer les accords CFA. 3 ans plus tard, 1963, il est assassiné dans un coup d'État. Le Togo rejoint la zone CFA peu après. Modibo Keïta, premier président du Mali. Il retire le Mali de la zone CFA en 1962, crée le franc malien. L'économie malienne lutte pendant quelques années, en partie à cause de la politique économique malienne, en partie à cause du sabotage français subtil. En 1988, coup d'État militaire. Le Mali rejoint la zone CFA. Muammar Kadhafi est en Libye, pas un pays CFA mais pertinent. Dans les années 2000, il pousse pour la création d'une monnaie africaine unifiée, le dinar, qui remplacerait le CFA et libérerait l'Afrique de la domination monétaire occidentale. En 2011, intervention militaire française en Libye. Kadhafi est renversé et tué. Est-ce que ces événements sont directement causés par les positions monétaires de ses leaders ? Les historiens débattent. La France nie catégoriquement, mais le pattern est là. Leader africain cherche l'indépendance monétaire. Leader africain connaît une fin brutale. Successeur maintient le CFA. Et au fil des décennies, le système se solidifie. Devient normal. Invisible presque. Maintenant, regardons comment ce système fonctionne concrètement aujourd'hui. Parce que c'est là que ça devient vraiment révélateur. Prenons le Niger. Un des pays les plus pauvres du monde.
Mais le Niger possède de l'uranium, beaucoup d'uranium. Un tiers de l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires françaises vient du Niger. L'uranium est extrait par une entreprise française, Orano, anciennement Areva. Le Niger, pays souverain, vend son uranium à la France. Mais à quel prix ? Le prix est négocié dans des contrats opaques signés des décennies auparavant, rarement révisés. Et il est largement documenté que le Niger vend son uranium à la France à des prix bien inférieurs au prix du marché mondial. Pourquoi le Niger accepte-t-il ça ? Parce que le Niger a besoin de devises. De francs CFA qu'il ne peut pas imprimer lui-même. Et la France, à travers Orano, fournit ces devises. Mais à ses propres conditions. L'argent gagné par le Niger en vendant son uranium devrait enrichir le pays. Construire des écoles, des hôpitaux, des infrastructures. Mais 50% de ces revenus doivent être déposés au Trésor français à Paris. Donc le Niger vend son uranium à bas prix et la moitié de ce qu'il gagne est immédiatement transférée à Paris. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est le système. Pour 14 pays, pour des dizaines de ressources différentes. Le pétrole gabonais extrait par Total, entreprise française. Le cacao ivoirien contrôlé par des négociants français. Le coton béninois exporté vers la France. Le bois congolais coupé par des entreprises françaises. Partout, le même pattern. Ressources africaines. Entreprises françaises. Monnaie contrôlée par la France. Profit rapatrié en France. Et les pays africains ne peuvent même pas utiliser leur monnaie pour stimuler leur propre économie. Si le Sénégal veut investir massivement dans son agriculture, construire des usines, créer des emplois, il a besoin de financement. Dans un pays avec une monnaie souveraine, le gouvernement peut emprunter de sa propre banque centrale, ou ajuster sa politique monétaire pour favoriser l'investissement. Mais le Sénégal ne contrôle pas sa banque centrale. Il ne peut pas imprimer de l'argent. Il ne peut pas baisser ses taux d'intérêt indépendamment. Toute décision monétaire doit passer par la BCEAO, où la France a un droit de veto. Donc le Sénégal doit emprunter, sur les marchés internationaux, à des taux d'intérêt élevés, en dollars ou en euros. S'endettant auprès de créanciers étrangers alors qu'il devrait pouvoir financer son propre développement. C'est le piège. Le pays est souverain politiquement mais prisonnier monétairement. Et le taux de change fixe aggrave tout. 655 francs CFA pour 1 euro. Toujours. Que l'économie ivoirienne soit en boom ou en récession. Que les prix du cacao explosent ou s'effondrent. Que l'euro soit fort ou faible sur les marchés mondiaux. Le taux ne bouge pas. Pourquoi est-ce un problème ? Parce que les économies africaines exportent principalement des matières premières. Cacao, café, coton, pétrole. Et les prix de ces matières premières fluctuent constamment sur les marchés mondiaux. Quand le prix du cacao baisse, la Côte d'Ivoire gagne moins de devises. Son économie souffre. Dans un système monétaire normal, la Côte d'Ivoire pourrait dévaluer sa monnaie, rendant ses exportations moins chères et donc plus compétitives, stimulant les ventes. Mais elle ne peut pas. Le taux est fixé par Paris. Inversement, quand l'euro est fort contre le dollar et le franc CFA est lié à l'euro, les exportations africaines deviennent automatiquement plus chères en dollars sur les marchés mondiaux. Les pays CFA perdent de la compétitivité, pas à cause de leur économie, mais à cause d'une décision monétaire prise à Francfort par la Banque Centrale Européenne pour les besoins de l'économie européenne. Les économies africaines sont otages de décisions prises pour d'autres économies, dans d'autres continents, par des gens qui ne pensent jamais à l'Afrique. Et pendant ce temps, la France bénéficie énormément. Les 50% de réserves déposées à Paris, on parle de dizaines de milliards d'euros, sont investis par le Trésor français. Qui garde les profits de ces investissements ? La France. Les pays africains reçoivent un intérêt minuscule, généralement autour de 0,75%, un taux dérisoire. La France utilise l'argent africain pour financer ses propres besoins, sa dette, ses investissements, et rend à l'Afrique des miettes. C'est un prêt forcé sans intérêt de l'Afrique à la France, renouvelé chaque année, depuis 80 ans. Les économistes ont calculé que si les pays CFA avaient pu investir leurs propres réserves au lieu de les déposer à Paris, ils auraient gagné des centaines de milliards de dollars supplémentaires en intérêts et en croissance économique sur les 8 dernières décennies. Des centaines de milliards qui auraient pu construire des écoles, des universités, des hôpitaux, des routes, des usines, qui auraient pu transformer ces économies. Au lieu de ça, cet argent a financé le développement français. C'est le secret du franc CFA. Ce n'est pas juste une monnaie, c'est un mécanisme d'extraction de richesse. Une chaîne invisible qui lie les 14 pays africains à leurs anciens colonisateurs 80 ans après la fin officielle du colonialisme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que dans les dernières années, quelque chose a changé. Les nouvelles générations d'Africains, nées après les indépendances, éduquées, connectées à Internet, voyant comment le reste du monde fonctionne, commencent à poser des questions. Pourquoi utilisons-nous une monnaie imprimée en France ? Pourquoi nos réserves sont-elles à Paris ? Pourquoi ne pouvons-nous pas contrôler notre propre politique monétaire comme le font les États-Unis, la Chine, le Japon, ou même le Ghana voisin qui a sa propre monnaie, le cedi ? Et le mouvement anti-CFA naît. Des intellectuels africains comme Kako Nuboup, économiste togolais, ancien ministre, qui écrit des livres dénonçant le système, qui explique patiemment, avec des données, comment le CFA handicape le développement africain. Des activistes comme Kémy Séba, franco-béninois, qui brûle publiquement un billet de CFA devant les caméras en 2017, un acte symbolique de rébellion qui lui vaut une arrestation mais devient viral. Des artistes, des rappeurs, qui mettent le franc CFA dans leurs chansons, éduquant des millions de jeunes sur ce système qu'ils ignoraient. Des manifestations éclatent, à Dakar, à Abidjan, à Bamako. Des milliers de jeunes dans les rues criant «
À bas le franc CFA. Nous voulons notre monnaie. La France dégage. Et surtout, des présidents africains commencent à écouter. En 2019, sous la pression populaire, la France annonce une réforme du franc CFA. Le président Macron, avec le président ivoirien Ouattara à ses côtés, déclare la fin du franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest. La monnaie sera rebaptisée ECO. Les représentants français quitteront le conseil d'administration de la BCEAO. Les 50% de réserve à Paris ne seront plus obligatoires. C'est présenté comme une grande victoire, une réforme historique. La fin de la domination monétaire française. Mais regardez les détails, regardez ce qui ne change pas. La monnaie ECO sera toujours arrimée à l'euro au même taux fixe. Les pays ne pourront toujours pas dévaluer ou contrôler leur taux de change. La monnaie sera toujours imprimée en France à chamalières. Les pays ne pourront toujours pas imprimer leur propre argent. La garantie de convertibilité française reste, ce qui signifie que la France garde un levier de contrôle. Elle peut menacer de retirer cette garantie si les pays deviennent trop indépendants. Et surtout, la réforme ne concerne que l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale, 6 pays, continuent avec l'ancien système CFA sans aucun changement. Donc, c'est une réforme cosmétique. Un changement de nom. Quelques ajustements mineurs pour calmer la contestation. Mais les mécanismes fondamentaux de contrôle restent intacts. Et 3 ans plus tard, en 2022, la réforme n'est toujours pas appliquée. L'ECO n'existe pas. Le franc CFA continue. Business as usual. Les promesses se sont évaporées. Pourquoi ? Parce que les élites africaines au pouvoir, celles qui bénéficient du système actuel, ne veulent pas vraiment de changement. Et la France, discrètement, fait tout pour maintenir le statu quo. Mais la pression monte. De plus en plus de voix s'élèvent. Le Mali, après son coup d'État militaire en 2020, commence à parler de quitter la zone CFA, de créer sa propre monnaie, ou de rejoindre une monnaie régionale non contrôlée par la France. Le Burkina Faso, après son propre coup d'État en 2022, fait de même. Les nouveaux leaders militaires, portés par un sentiment nationaliste fort, remettent en question tous les accords hérités de la colonisation, y compris le CFA. Et voici ce qui est fascinant et terrifiant. La France réagit violemment, pas militairement, pas ouvertement, mais économiquement. Quand le Mali commence à parler de quitter le CFA, soudainement, les sanctions internationales se multiplient. L'aide française est coupée. Les entreprises françaises se retirent. La pression économique s'intensifie. Le message est clair. Si vous quittez le CFA, vous serez puni. Vous serez isolé. Votre économie souffrira. Et ça fonctionne. Parce que ces pays sont déjà pauvres, déjà fragiles. La menace d'un effondrement économique est réelle. Et elle terrifie. Mais certains résistent quand même. Parce qu'ils comprennent que rester dans le système, c'est garantir la pauvreté perpétuelle. Que le choix n'est pas entre stabilité CFA et chaos, mais entre servitude confortable et liberté risquée, mais digne. Et pendant que ce drame se joue en Afrique, en France, le silence est assourdissant. Les médias français en parlent à peine. Les politiciens évitent le sujet. Quand c'est mentionné, c'est présenté comme une théorie du complot, une exagération de l'antifrancisme primaire. Mais les faits sont là, documentés, indéniables. 14 pays africains utilisent une monnaie qu'ils ne contrôlent pas, imprimée en France, avec leurs réserves détenues à Paris, avec des représentants français dans leurs institutions monétaires, avec un taux de change fixé pour les besoins européens, pas africains. Et la France bénéficie énormément de ce système. Accès privilégié aux ressources africaines. Marché captif pour les entreprises françaises. Influence géopolitique disproportionnée sur un 1/6 de l'Afrique. Utilisation gratuite de dizaines de milliards d'euros de réserves africaines. Tout ça 80 ans après la création du système. 6 décennies après les indépendances. Le colonialisme n'est pas mort. Il s'est juste adapté. Il a troqué les uniformes militaires et les gouverneurs coloniaux contre des contrats monétaires et des accords de coopération. C'est le néocolonialisme parfait. Invisible. Légal techniquement. Consensuel en apparence, puisque les pays ont choisi de rester dans le système. Mais quel choix ont-ils vraiment, quand les alternatives sont l'effondrement économique, les coups d'État, l'isolement international? Si cette révélation vous bouleverse, si vous réalisez maintenant pourquoi l'Afrique, malgré ses ressources immenses, reste pauvre pendant que l'Europe prospère, alors vous devez vous abonner à la monnaie souveraine immédiatement. Parce que ce genre de vérité, ce genre d'analyse que les médias mainstream évitent, c'est exactement ce que nous faisons chaque semaine. Nous démontons les systèmes monétaires cachés qui contrôlent le monde, et nous montrons comment l'histoire explique le présent. Abonnez-vous, activez la cloche, et dites-nous en commentaire, pensez-vous que le franc CFA devrait être aboli? Partagez cette vidéo, parce que cette histoire doit être connue. Alors, quelle est la leçon du franc CFA? Ce n'est pas juste une histoire africaine. Ce n'est pas juste une question de France contre Afrique. C'est une leçon universelle sur la nature du pouvoir monétaire. Voici la vérité fondamentale que le franc CFA illustre parfaitement. Celui qui contrôle la monnaie contrôle l'économie. Celui qui contrôle l'économie contrôle le pays, même sans gouverner officiellement. La souveraineté monétaire n'est pas un détail technique ennuyeux. Ce n'est pas juste une question pour économistes. C'est la base même de l'indépendance nationale.
Un pays peut avoir son drapeau, son hymne, son président élu, son siège aux Nations Unies. Mais s'il ne contrôle pas sa monnaie, s'il ne peut pas décider combien imprimer, à quel taux de change, comment investir ses réserves, alors il n'est pas vraiment souverain. Il est une colonie monétaire, avec tous les symboles de l'indépendance, mais aucune de ses réalités économiques. Et voici pourquoi c'est important pour vous, même si vous n'êtes pas africain, même si vous ne vivez pas dans un pays CFA, parce que les mêmes principes s'appliquent partout.